Bonjour, voilà, je vais vous présenter sur cette vidéo le TP7 que vous allez réaliser sur 2 semaines selon les groupes de TP. Donc vous avez à lire et à écouter cette présentation, à la comprendre, et à partir de cette présentation, vous ferez l'introduction et le matériel et méthode de votre compte-rendu que vous amènerez le jour de votre TP. Donc le jour du TP, il n'y aura qu'à faire le résultat et l'interprétation en répondant aux questions qui sont inscrites sur votre polycopier. Et donc le compte-rendu sera à rendre à la fin du TP. Donc c'est un TP d'expérimentation animale. On va prélever l'intestin d'un rat après l'avoir anesthésié et euthanasié fraîchement. Et donc vous récupérez l'intestin pour étudier le transport du glucose à travers la barrière intestinale. Donc tout d'abord, grâce à cette diapositive d'introduction, vous allez pouvoir rédiger la partie introduction. Donc l'objectif du TP est d'étudier le transport du glucose à travers la barrière intestinale et plus précisément de déterminer quelles sont les protéines, les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans le transport du glucose à travers donc les entérocytes, les cellules épithéliales qui bordent la barrière intestinale. Donc je vous rappelle qu'au cours de son ingestion, le glucose va donc être ingéré, digéré et ensuite absorbé par la barrière intestinale, c'est-à-dire qu'il va passer de la lumière intestinale vers la lumière des capillaires, en passant donc à travers la paroi intestinale. Donc c'est ce qu'on appelle l'absorption. Alors du coup, la question qu'on se pose et qu'on va chercher à résoudre dans ce TP est de savoir quelles sont les voies de transport moléculaire du glucose à travers la barrière intestinale, et on se focalisera uniquement sur ce qui se passe au niveau des entérocytes, c'est-à-dire les cellules qui bordent les villosités et qui présentent des microvillosités. Je vous renvoie à votre TP qu'on a fait sur l'intestin, sur les microvillosités intestinales. Donc il y a plusieurs hypothèses qui s'offrent à nous, que l'on va pouvoir ou non exclure ou valider, ou en tout cas considérer comme des hypothèses de travail. Donc tout d'abord, on peut supposer que le glucose va traverser les cellules en traversant leur membrane plasmique librement. C'est ce qu'on appelle la diffusion passive. C'est le premier exemple. Or, on peut l'exclure dès le début puisqu'on sait que le glucose est une molécule qui n'aime pas les lipides et la membrane plasmique est formée de lipides. Donc, on va devoir supposer qu'elle utilise des molécules pour passer à travers la membrane plasmique. Donc, il s'agit d'une diffusion facilitée par des molécules. Alors on peut aussi penser qu'il y a des canaux à travers la membrane des cellules qui peuvent permettre de faire passer le glucose comme des petits pores, mais il n'existe pas de canaux à glucose dans les cellules eucaryotes. Donc cette hypothèse est à exclure. L'autre hypothèse est que le glucose va arriver à passer entre les cellules de l'épithélium, ce qu'on va appeler une diffusion passive entre les cellules, mais on peut également écarter cette hypothèse puisque les cellules intestinales sont jointies, puisque c'est un épithélium, et sont jointes par des jonctions serrées qui empêchent le passage de molécules entre elles. Donc le glucose est nécessairement prélevé par la membrane plasmique des cellules et ne peut pas passer entre les membranes plasmiques des cellules. Donc on va exclure cette deuxième hypothèse. Donc finalement l'hypothèse qui nous reste est que le glucose va être transporté à travers la membrane plasmique grâce à des transporteurs moléculaires, c'est-à-dire des molécules qui sont localisées dans la membrane plasmique et qui vont prendre le glucose à l'extérieur de la cellule, l'emmener dans l'entérocyte, et ensuite l'entérocyte va l'expulser de son autre côté vers les vaisseaux sanguins pour qu'il soit acheminé dans la circulation sanguine. Ça m'amène donc à vous rappeler quels sont les deux types de transporteurs qu'il existe dans les membranes plasmiques et les deux types de transport en général. Donc ça, normalement, vous l'avez vu en cours de biologie cellulaire et on l'a un petit peu vu sur le rein. Donc on vient de voir que il peut se produire soit une diffusion à travers la membrane plasmique, donc c'est l'hypothèse ici, soit à travers des canaux, et ça on l'a exclu puisque je vous ai dit précédemment que le glucose est hydrophile, ne peut pas passer, et qu'il n'existe pas de canaux pour le glucose. On peut donc supposer qu'il utilise une molécule transportrice, donc on va appeler un transporteur, et que la molécule le transporte dans le sens des concentrations décroissantes. Donc ça veut dire que ici vous voyez c'est les molécules de glucose, il y en a à peu près 9 ou 10. Là il n'y en a que 2, donc ce transport ne nécessite pas d'énergie puisque la molécule amène donc le glucose
vers le milieu, donc vers l'intérieur de l'entérocyte, où le glucose est moins concentré. Donc dans ce cas-là, quand c'est quelque chose qui est dans le sens favorable, on dit que le transport ne nécessite pas d'énergie, que c'est un transport passif, ce qu'on appelle aussi les diffusions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la diffusion facilitée, dans la mesure où elle est facilitée par donc une protéine qu'on appelle une perméase, et qu'elle ne se fait pas que à travers la membrane plasmique. Donc à l'opposé, il existe des molécules qui au contraire vont réaliser des transports actifs, c'est-à-dire qu'elles vont emmener le glucose là où il est plus concentré. Donc par exemple ici, il n'y a que 2 molécules de glucose, et si on veut emmener le glucose donc dans un milieu où il y en a plus, ce transport est défavorable et il faut donc de l'énergie pour réaliser ce transport. C'est ce qu'on appelle donc un transport actif. Donc après, il existe 2 types de transports actifs. Il existe les transports actifs primaires qui vont utiliser en fait l'hydrolyse de l'ATP, ici pour former de l'ADP et du PI, pour emmener le glucose là où il est le plus concentré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pompes qui réalisent ces transports actifs primaires. On avait déjà vu la pompe NAK-ATP. Et ensuite, donc, vous avez des transports actifs qui sont dits secondaires. C'est-à-dire que là, ici, le glucose est représenté en blanc et plus en noir. Donc il faut l'emmener en bas alors qu'il est plus concentré qu'en haut, donc c'est défavorable. Et la molécule va utiliser une autre forme d'énergie que l'ATP. Elle va utiliser un autre ion qu'on va appeler l'ion moteur, qui est représenté ici, qui lui donc est plus concentré en haut qu'en bas. Donc quand il va passer à travers la protéine, ce transport est naturel puisqu'il se fait dans le sens des concentrations décroissantes. Donc ce déplacement de l'ion moteur en noir va libérer de l'énergie et cette énergie va être utilisée pour faire rentrer, enfin en tout cas descendre ici sur ce schéma, le glucose là où il était le plus concentré. Donc du coup c'est une autre forme d'énergie, c'est un ion moteur qui va servir d'énergie pour ce transport. Donc ces molécules qui réalisent le transport de 2 types d'ions, c'est ce qu'on appelle les cotransporteurs. Donc finalement, en gros, soit c'est un transport passif, c'est réalisé par une protéine et donc le glucose est moins concentré à l'intérieur de la cellule, donc rentre sans avoir besoin d'énergie, donc sans avoir besoin d'oxygène, puisque l'oxygène apporte l'énergie dans les cellules. Soit c'est un transport actif, dans ce cas-là, le glucose rentre dans la cellule, donc le haut de la cellule est représenté en haut finalement ici, et ça nécessite de l'énergie parce que le glucose est plus concentré à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur, et donc l'énergie soit elle peut être apportée par de l'ATP, donc ça c'est les pompes qui permettent ça, soit l'énergie elle est apportée par un ion moteur, et c'est ce qu'on appelle donc les cotransporteurs, puisque ça transporte l'ion moteur plus le glucose. Donc la question c'est de savoir est-ce que c'est ce mécanisme-là ou ce mécanisme-là, enfin lequel de ces 3 mécanismes est impliqué dans le transport de glucose. Donc pour répondre à cette question, il faut déjà qu'on soit capable de visualiser le transport de glucose à travers la barrière intestinale. Donc on va utiliser un bout d'intestin isolé de rat qu'on va prélever sur un rat qu'on va anesthésier juste avant et euthanasier juste avant le début de l'expérience pour être sûr que donc, les cellules intestinales fonctionnent bien. On va donc prélever ce petit morceau d'intestin et le remplir d'une solution qui contient du glucose. Donc on va le mettre avec des extrémités fermées comme une petite papillote. Donc le glucose est coincé à l'intérieur du boudin. Et on va plonger ce boudin dans une solution aussi qui contient des ions, du glucose, pour que les cellules soient bien. Donc c'est ce qu'on appellera le bain, ces structures grises. On va attendre 1 heure à 37 degrés, avec une oxygénation pour que les cellules puissent respirer, produire de l'énergie. Et on va regarder, au bout d'1 heure, si le glucose a circulé à travers la paroi intestinale. Donc normalement, s'il arrive à sortir, à être donc absorbé par la paroi intestinale pour être amené de l'autre côté, il va donc sortir du boudin pour aller dans le bain. Donc au départ, les 2 concentrations étaient identiques. On avait une concentration de 1,8 g par litre dans le boudin et dans le bain. Et s'il y a eu transport, on s'attend donc à ce que la concentration dans le bain augmente, alors que celle du boudin va diminuer. Donc ça, c'est ce qu'on attend dans des conditions contrôle.
Et après, on va inhiber un des 3 transporteurs, donc soit les cotransporteurs, soit les pompes, soit les transports passifs, pour voir si ça bloque le transport du glucose, et donc ça permettra de savoir quel est le mécanisme qui est impliqué par une approche pharmacologique. Donc voilà pour le principe global du TP. Donc la suite dans la prochaine vidéo. Déjà, vous pouvez reprendre cette vidéo pour faire répondre à vos premières questions du travail pratique.